la parole au professeur Galissot et je lui laisserai le soin de présenter le thème et donc, l'intervention. Merci. Merci de l'invitation et merci d'être ensemble pour réfléchir à la signification de l'orientation de Mohamed Hassan Ouazzani dans les rapports partis-syndicats, car c'est le véritable objet de mon intervention, qu'ensemble nous nous interrogions sur la place dans l'histoire du mouvement national de l'orientation suivie par Mohamed Hassan Ouazzani. Je dis cela parce que le titre Mon ami correspond à ma réputation, si je puis dire, d'être l'historien du mouvement syndical. Je suis plus que l'historien du mouvement syndical, je suis un historien du mouvement ouvrier international, c'est-à-dire que je ne suis pas pris uniquement dans le champ ni marocain ni algérien, je suis beaucoup plus intéressé par le champ maghrébin, mais l'ouvrage dans lequel je me reconnais le mieux s'appelle Le mouvement ouvrier dans le monde arabe et la question nationale. Voilà le centre de mes réflexions. Et pour commencer, je voudrais que l'on comprenne bien le sens d'une démarche d'historien et le sens d'une démarche d'intellectuel et d'intellectuel critique en sciences sociales. À plusieurs reprises, parce que les interventions d'hier étaient des interventions de juristes, le mot droit historique a été prononcé. Le droit historique n'appartient pas du tout aux historiens. Le droit historique, c'est un travail d'avocat qui donne des arguments pour la cause de l'État que l'on défend ou que l'on représente. C'est-à-dire, c'est un plaidoyer pour l'État que l'on représente. Le travail scientifique, c'est tout à fait autre chose. Le travail scientifique, c'est la réflexion, précisément, qui met en question ce qu'on appelle le droit historique. Parce qu'en histoire, les rapports politiques, même les souverainetés se déplacent et changent. Les bases sociales changent, les rapports sociaux changent. Donc il ne peut pas y avoir d'argument de droit historique. Il n'y a que l'analyse et la compréhension des changements qui se réalisent. Et ces changements qui se réalisent, il faut en quelque sorte se mettre dans une position d'intellectuel critique par rapport à la cause qui est défendue par les juristes, c'est normal, puisqu'ils font leur travail de juriste et ils présentent des arguments de droit dans un conflit diplomatique ou dans les missions qu'ils accomplissent au nom de l'État. Et même dans leur enseignement qu'ils font au nom de l'État. Alors je dis cela pour que l'on comprenne bien, et vous connaissez ma liberté d'expression et ma liberté de penser, que je ne parle pas au nom du Parti de la France. Je ne connais même pas ces mots. Le Parti de la France, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Et la France, c'est une dame que je ne connais pas. C'est le mythe national. Je parle en historien internationaliste et je parle en analysant précisément les changements dans les États et dans les sociétés. Et c'est donc à la recherche de l'insertion de l'orientation suivie par Mohamed Ouazzani que je suis pour en trouver la signification dans le mouvement national et dans les rapports entre les syndicats et les partis. Mais avant d'arriver très rapidement à l'histoire que vous connaissez tous, c'est-à-dire l'histoire des partis et des syndicats avant l'indépendance et après l'indépendance, si je puis dire, je voudrais remonter au point de départ. Un point de départ souvent oublié. Dans tous les pays du monde arabe, et même du monde musulman, même en Afghanistan, il y a eu une heure de la modernité. Il y a eu une heure des courants réformistes modernes. Même en Afghanistan, de 1925 à 1930, il y a eu presque l'accès au gouvernement de ce courant réformiste. Mais tout le monde l'a oublié, évidemment, parce que tout le monde fait du tapage mémoriel, communautaire, religieux, etc. On a oublié l'importance de ces moments d'éveil à la modernité et de pousser précisément de modernité politique avec derrière l'idée d'une modernité sociale également. Et c'est précisément
les années 30 à Fès en sont une bonne illustration. Je me suis dit à Fès en 1930, 31, 32, et jusque, si je puis dire, à la répression de 1937 et poursuivie encore en 1938. À ce moment-là, que s'est-il passé? Il y avait la présence particulière à Fès des jeunes Marocains. Ces jeunes Marocains étaient liés, comme vous le savez, à la revue Maghreb, pilotée, patronnée par Jean Longueuil. Et cette revue faisait un contact, non pas avec les officiels, si je puis dire, ou les ponts du Parti Socialiste, faisait un contact avec la gauche du Parti Socialiste, et faisait un contact qui passait avec les autres courants du mouvement syndical et politique, y compris du mouvement communiste. C'est cela que je voudrais rappeler, parce que c'est vraiment particulier à faire. Et dans ce mouvement, ce qui est le plus connu, a un sens socialiste évident, c'est l'élaboration du plan de réforme. Le plan de réforme, en quelque sorte, c'est un tableau, c'est une demande d'un État social. Et dans l'État social, il y a évidemment la liberté syndicale et l'adhésion syndicale, donc la revendication du droit syndical pour les Marocains. Et vous savez tous que les Marocains entreront dans les syndicats, surtout à l'époque populaire, mais que la résidence fera sortir un aïr pour interdire la participation des Marocains aux syndicats en 1938. Ce daïr ne sera jamais rapporté. Autrement dit, le syndicalisme marocain, c'est un syndicalisme de fait. Il n'a jamais été reconnu, même quand le résident Éric Labonne disait « allez à la CGT, allez à la CGT ». C'était en quelque sorte une ouverture qu'il faisait. Mais le syndicalisme, en quelque sorte, appartient au mouvement, même pas de société civile, un mouvement qui n'est pas reconnu, un mouvement d'illégalité, un mouvement que l'on peut réprimer automatiquement dès qu'il y a des manifestations. Et vous savez que la répression s'affairit avec Ness, Arébicette, la Fès, quand il y aura au début de 1937 la grève des autobus, la grève dans le bâtiment, etc. C'est là qu'on voit la liaison avec le mouvement syndical. Donc, le lien avec l'idée socialiste de l'État social, il est évident, puisqu'il est le contenu même du plan de réforme. S'ajoute que ce plan de réforme qui a été présenté, si je ne me trompe, le 1er décembre 1934, ensuite a été reproduit par le journal qui s'appelait Maroc Socialiste et qui était le journal de Louis Chignon. Donc, vous trouvez là également d'autres contacts, d'autres liaisons. Et à cette époque-là, c'est ce que je veux rappeler, à Fès, comme dans le reste du Maroc, il y avait une chose extraordinaire. Le Parti communiste était interdit. La syndicalisation des Marocains était interdite. Le Parti communiste était interdit. Comme le Parti communiste était interdit, les communistes, les militants communistes et même les responsables communistes étaient à la SFIO. Donc, la section SFIO de Fès comprenait les communistes. Et il comprenait les communistes, y compris les communistes de dissidence, si je puis dire, les communistes qui se rattachaient à la révolution prolétarienne, au mouvement trotskiste. Cet ensemble était dans la section SFIO de Fès. Et c'est là qu'il y a des relations avec Mohamed Hassan el-Ouazzani, puisque Driss Benzekoun appartenait à la SFIO. C'est lui qui faisait en quelque sorte le truchement, si je puis dire, entre l'action de Mohamed el-Ouazzani et l'action de ce milieu de militantisme à panneau socialiste, mais en réalité qui était le militantisme qui participait non seulement au soutien du comité d'action marocaine, mais qui participait au mouvement social, c'est-à-dire qui a conduit les grèves dont j'ai évoqué tout à l'heure l'aboutissement. Et ces liens étaient assez larges. Ces liens étaient assez larges parce qu'il y avait le contact avec les étudiants qui étaient à Paris, notamment Ahmed Bouhal, qui était presque le représentant de Mohamed Hassan el-Ouazzani à Paris. Et à Paris, les contacts étaient avec les autres,
avec la gauche, disons, communiste, pas spécifiquement avec la direction du Parti communiste. Mohamed El Ghazali a participé lui-même au congrès socialiste, au congrès de la SFIO de 1936, ce qui n'a pas empêché le gouvernement du Front populaire de dissoudre en 1937 le comité d'action marocaine. Alors c'est là, en quelque sorte, que se produit la scission dont on ne parle jamais. On parle toujours de la scission au sein du comité d'action marocaine, mais la scission avec le mouvement, disons, socialiste, et même avec une partie du mouvement communiste, puisque le mouvement national, en quelque sorte, est mis en dehors de la trajectoire des fronts populaires et de la trajectoire des mouvements politiques français, sauf par ceux qui sont des militants qui continuent l'alliance, si je puis dire, le soutien des mouvements d'indépendance, des mouvements de libération. Qu'est-ce que signifie ce point de départ que je viens d'évoquer? Cela veut dire que d'une façon exceptionnelle, il y a eu un lieu de modernité, il y a eu en quelque sorte des échanges très forts entre les utopies et les projets socialistes et communistes à ce moment-là. Et le témoin, c'est évidemment Mohamed Hassan al-Ghazali. Il est le témoin de ce moment de modernité. Il en est même le porteur. Alors, que signifie, c'est là que je vais en venir, pour comprendre la suite, que signifie de ce fait-là la scission du comité d'action marocaine, c'est-à-dire schématiquement la rupture à la lettre facile. Que signifie cela? Cela veut dire que ceux qui vont devenir majoritaires, car Mohamed Hassan al-Ghazali, c'est le perdant dans l'histoire du mouvement national. Ceux qui vont devenir majoritaires, c'est ceux qui, précisément en 1936-37, le reste par l'appel aux manifestations qui crient Yahya el-Malik, etc., réalisent la jonction ou l'alliance entre la bourgeoisie patrimoniale, en particulier fasciste, même un certain conservatisme fasciste, l'université de la Qarawine, c'est-à-dire une orientation dont le référent est arabo-islamique, et le trône. Et ce recours au trône est étonnant. Aujourd'hui, on l'a oublié. Avant cet appel au roi, qui n'est pas un mot musulman, l'appel au roi, c'est un mot profane. Les islamistes le disent assez aujourd'hui. Bon, avant cet appel au roi, le sultan n'était que le sultan des Français. Pendant toute la guerre du riz, c'était le sultan des Français. Et jusqu'au début des années 30, c'est le sultan des Français. C'est la seule appellation que l'on donne du sultan. En quelque sorte, c'est là la reconversion qui s'opère. Or, Mohamed Hassan el-Ghazali représente autre chose. Il représente précisément cette ouverture de modernité. C'est-à-dire qu'il représente une orientation profane du mouvement national. Une orientation, en quelque sorte, on pourrait presque dire, démocratique dans un mouvement d'avènement de la démocratie et d'avènement de la pluralité politique. C'est la grande signification de la différence entre le monopole quasiment théocratique du nationalisme arabo-musulman et l'ouverture à la pluralité juive, la pluralité berbère, vous savez, par les écrits de Hassan al-Ghazali. Donc, c'est cela la différence. Vous voyez, c'est le moment de modernité et le moment d'émergence d'une ligne politique dont la perspective est la pluralité culturelle, politique, la pluralité également de relations dans le monde des idées et dans le monde de la convergence des mouvements internationaux. Donc, vous voyez, l'importance que cela a, ce n'est pas parce que c'est les perdants que ce n'est pas les perdants qui ont raison. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils deviennent, ils sont mis à la périphérie du mouvement national, qu'ils sont mis à part, disons, ou ils sont mis en second. Bon, suivant les années, on peut voir que leur place est oscillante. Mais par rapport au pouvoir majoritaire, ils se trouvent donc second. En ce point, ils ne sont pas tellement gênants quand apparaîtra, quand grandira la puissance du sultan et la puissance ensuite nationaliste royale.
puisqu'à titre second, on peut toujours leur maintenir une certaine protection. Donc, ce qui me permet, cette transition me permet très rapidement d'évoquer le temps parti syndical. Le temps parti syndical, vous le connaissez tous, c'est celui des années 1950. Alors, du point de vue syndical, précisément en novembre 1950, la CGT, qui s'appelle exactement Union Générale des Syndicats du Maroc, la CGT accepte à sa direction de faire le partage entre les responsables qui viennent du Parti communiste marocain et les responsables qui viennent de l'Istiklal. Donc, à ce moment-là, on a en quelque sorte les deux partis qui figurent dans le mouvement syndical et qui, de ce fait-là, ont leur propre base syndicale. Ben Barka, Youssoufli, etc., conduisent l'implantation syndicale pour l'Istiklal. Donc là, ce qui veut dire que le PDI est mis en dehors de cette formation, de ce rapport parti-syndicat. Et c'est pourquoi le PDI aura du mal d'avoir une implantation de base, une implantation syndicale. Il restera en quelque sorte un parti avant-gardiste avec ses intellectuels, mais privé, si je puis dire, de l'implantation sociale, puisque l'implantation sociale est conduite en quelque sorte par le couple Parti communiste marocain et Istiklal. Je parle des années 50. Pour aller très vite, si l'on se situe après l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses très importantes du point de vue des partis et du point de vue syndical. C'est le parti de l'Istiklal se présentait, était le candidat parti unique à la direction politique du Maroc. Mais c'était un parti unique. Ce parti unique ne va pas subsister comme parti unique, puisque le seul parti unique au Maroc, c'est le palais. Donc, toute l'histoire du prince héritier et toute l'histoire d'Hassan II, c'est précisément d'interdire le parti unique istiklanien, avec ses propres créations, avec ses propres renouvellements, avec ses propres appropriations d'autres courants. Et du point de vue syndical, il se passe un petit peu la même chose. Puisque Majoub Ben Sédik considère l'UMT comme sa communauté du travail. Il est en quelque sorte le patriarche de la communauté du travail qui n'a d'interlocuteur que le sultan roi. Et même quand il sera mis en prison, il s'appellera l'opposant privilégié. L'opposant privilégié, vous voyez, l'esprit est un esprit de syndicalisme unique. C'est pourquoi il y a une union des jeunesses syndicales, une union des femmes syndicales, etc. Et c'est ce qui n'a pas duré. Là aussi, on en est revenu à ce qu'historiquement on connaît très bien, c'est-à-dire le couple parti-syndicat. Chaque parti a son syndicat. Voilà l'itinéraire que je voulais présenter. Mais je peux tirer une conclusion jusqu'à aujourd'hui. Car c'est là, en quelque sorte, que la pensée, la volonté politique de démocratie et de pluralité de Mohamed al-Thani a un sens. On dit, et même j'ai repris en titre, la transition démocratique au Maroc depuis la mort d'Hassan II. Transition démocratique. Aux écrits politiques de Ben Barka que nous avons republiés, j'ai donné le pour-titre de la présentation, transition démocratique, mais avec quoi? Car la transition démocratique, elle est toujours en suspens. Elle est en suspens précisément en butant sur ces deux problèmes de la volonté de démocratie, ce qui met en cause la Constitution, comme chacun le sait, et de la volonté de pluralité politique. Et je vais même encore plus loin en m'interrogeant avec vous, sans prétention, c'est pour l'interrogation. Est-ce que la fixation sur la question salariale n'est pas aussi une mise en suspens de cette volonté de démocratie et de pluralité? Est-ce que ça ne prolonge pas en quelque sorte le suspens à l'heure actuelle en maintenant la délinquance conclue dès 1936-37 entre le trône
est le mouvement nationaliste arabo-musulman. Merci. Merci. Merci, M. Galisso, qui est historien, professeur à l'Université de Paris 8. Donc, il nous a rappelé le contexte moderniste syndical de l'époque, le rôle qu'a joué Mohamed Belhassan Ouazzani au sein du mouvement syndical et du mouvement national, et ses rôles politiques avant et après l'Istiqlal, bien sûr, qui finit avec les questionnements qui nous interpellent, peut-être au niveau de la discussion.